Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inside News. Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025 et je suis Soraya. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon complet de l'actualité congolaise. Au menu, une diplomatie en pleine effervescence à Paris, des tensions sécuritaires persistantes dans l'Est, des avancées institutionnelles à Kinshasa et des développements majeurs dans les domaines de la santé et de l'économie. Restez avec nous pour cette édition d'Inside News tout de suite. Commençons par la scène diplomatique internationale. La République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui au centre d'un effort majeur de mobilisation internationale. À Paris, s'est ouverte ce jeudi la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, co-organisée par la France et le Togo. Cette initiative réunit une cinquantaine de pays et d'organisations internationales avec un objectif principal: répondre à la situation humanitaire catastrophique qui sévit dans l'est de la RDC. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi, en présence notamment de la haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas. On note cependant l'absence remarquée des présidents du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, qui ont préféré déléguer leur ministre des Affaires étrangères. Les objectifs de cette conférence s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premièrement, mobiliser des fonds humanitaires d'urgence. Le plan de réponse pour la région, chiffré à 2,5 milliards de dollars, n'est actuellement financé qu'à hauteur de 16%, une somme largement insuffisante face à l'ampleur de la crise. Deuxièmement, assurer le respect du droit international humanitaire pour permettre aux acteurs humanitaires d'accéder librement aux populations en détresse. Et troisièmement, promouvoir l'intégration économique régionale comme vecteur de paix durable. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, ainsi que l'ambassadeur de France à Kinshasa, Rémi Maréchaux, ont précisé que cette conférence vient en complément des processus de paix déjà engagés à Washington et à Doha, en se concentrant spécifiquement sur le volet humanitaire. Les chiffres sont éloquents: 27 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire et 7 millions de déplacés internes. Une tragédie humaine qui exige une réponse immédiate. Sur le plan diplomatique toujours, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a porté un plaidoyer fort à Lisbonne devant le centre nord-sud du Conseil de l'Europe. Il a réclamé la reconnaissance du génocide commis dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Face à l'Assemblée, le ministre a déclaré que la neutralité ne protège pas les victimes, mais encourage l'agresseur. Touchés par cet appel, les membres du comité exécutif ont observé un moment de silence en mémoire des victimes de l'Est du pays. Tournons-nous maintenant vers les développements institutionnels intérieurs. Un signe de stabilisation est apparu à l'Assemblée nationale. Emi Boji Sangara a été officiellement désigné comme candidat de la majorité parlementaire pour la présidence de cette institution. Cette désignation devrait ouvrir une nouvelle séquence parlementaire et renforcer la stabilité législative. Par ailleurs, une crise qui durait depuis plus d'1 mois a été désamorcée. Une commission tripartite réunissant le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, le bureau de l'Assemblée nationale et les représentants du personnel administratif a été mise en place. Cette initiative a permis de mettre fin à la grève des agents et cadres du Palais du Peuple qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail. Les grévistes ont accepté de reprendre le service dès ce jeudi. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, le CNSA, a lancé un appel solennel aux membres des institutions provinciales. Il les exhorte à dépasser les intérêts particuliers, à taire les inimitiés personnelles, partisanes et ethniques pour privilégier le bien commun et le salut de la République. Cet appel trouve une résonance particulière au Sud Kivu, où la diaspora de la jeunesse de Lulenge
mettent en garde contre des manœuvres visant à déstabiliser le gouverneur de la province. Dans une lettre de dénonciation, ces jeunes ont appelé à la vigilance, affirmant que tout plan de déstabilisation sera mis en échec. Aussi maintenant à la situation sécuritaire qui reste la préoccupation majeure dans les provinces orientales du pays. Le gouvernement congolais a dénoncé mercredi le renforcement de la coalition AFC M23 RDF avec des troupes et des équipements supplémentaires en provenance du Rwanda. Le ministre de la Défense, Guy Kabombo, a précisé dans un communiqué que la RDC continue de subir l'agression de son voisin rwandais. Malgré les processus de paix en cours et la main tendue par le président Tshisekedi, sur le terrain, la violence reste quotidienne. Pas plus tard qu'hier, une incursion attribuée aux rebelles ADF à Guado, dans le territoire de Manguri-Jipa, a fait 7 morts. Les populations civiles demeurent les premières victimes de ce conflit. Elles subissent des atrocités, sont utilisées comme boucliers humains par les agresseurs et sont contraintes à des déplacements massifs qui aggravent une situation humanitaire déjà critique. Le ministre Kabombo a réaffirmé que les forces armées de la RDC, les FARDC, restent mobilisées, disciplinées et déterminées à défendre l'intégrité territoriale du pays et à restaurer la paix dans toutes les zones occupées. Au cœur de cette tragédie se trouve un drame particulièrement effroyable, celui des enfants soldats. Un réseau d'organisations de la société civile a publié cette semaine un chiffre alarmant. Plus de 32 522 enfants seraient encore actifs au sein des groupes armés dans 5 provinces de l'Est, à savoir l'Ituri, le Maniema, le Tanganyika, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Pour la société civile, la solution est double. Restaurer l'autorité de l'État pour permettre la démobilisation, mais surtout garantir le succès des processus de paix de Washington et de Doha. Car tant que la guerre continuera, les enfants en resteront le principal combustible. Dans le territoire de Mbanza-Ngungu, une chanson intitulée « La justice de Dieu » a été composée pour implorer la justice divine en mémoire des agriculteurs et de l'ensemble de la population de l'Est, victimes de cette guerre d'agression. Selon son auteur, Bienvenue Makunga, président de l'association des chauffeurs Même Vision avec les cultivateurs, 80% des victimes dans l'Est sont des agriculteurs travaillant dans les brousses et forêts. Notre focus se déplace maintenant vers les développements économiques. Le dialogue avec les institutions financières internationales se poursuit. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu mercredi une délégation du Fonds monétaire international conduite par Calixte Aokposi, chef de mission dans le cadre de la 2e revue annuelle du programme économique et financier soutenu par le FMI. Au cours de ces échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment la présentation des données économiques collectées et la situation des pertes et manques à gagner. Le ministre Mukoko a annoncé que les pertes et manques à gagner de l'exercice 2024 sont désormais clôturés et entièrement apurés. Pour l'exercice 2025, la certification du premier et du deuxième trimestre a déjà été effectuée et le paiement devrait s'achever dès la semaine prochaine. L'objectif est de finaliser le paiement de ces arriérés d'ici fin février 2026. La coopération Sud-Sud s'intensifie. 70 entreprises égyptiennes ont exprimé leur intérêt pour saisir les opportunités offertes par la RDC dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, l'agriculture, les mines, les infrastructures et l'énergie. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a annoncé qu'un forum économique et d'investissement RDC-Égypte se tiendra à Kinshasa fin novembre. Une chambre de commerce et d'industrie a été inaugurée à Kinshasa, témoignant de l'engagement des présidents Tshisekedi et Al-Sisi à renforcer la coopération économique entre les deux nations. Par ailleurs, la RDC et l'Angola ont annoncé la tenue de leur 3e forum économique en février 2026.
consolidant ainsi les relations bilatérales dans la région. Concernant les projets d'infrastructure, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro-Mouvouni, s'est réuni avec les parties prenantes du projet de construction de 1000 maisons à Kinshasa, destinées aux victimes de catastrophes causées par les pluies diluviennes. Le ministre a évoqué les péripéties qui ralentissent l'évolution du projet, mais a rassuré que l'entreprise Milvest a déjà entreposé sur le site près de 370 conteneurs remplis de matériel de construction. Dans le secteur des transports, le ministre provincial Jésus-Noël Cheke a rappelé l'application stricte des tarifs officiels conformément à l'arrêté du 17 décembre 2024. Il a réitéré l'interdiction de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la réglementation, de modifier les itinéraires officiels et a maintenu l'interdiction d'accès aux motocyclistes Wewa à la commune de Bombe. Des nouvelles encourageantes maintenant du secteur de la santé. La République démocratique du Congo est officiellement candidate pour organiser en 2027 la prestigieuse conférence internationale sur le sida, ICASA. Cette annonce a été faite mercredi par le président de la Société africaine anti-sida à l'issue d'une audience avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon le docteur Pagwesese, la RDC dispose de toutes les capacités pour abriter cette conférence. Pour le pays, l'organisation d'ICASA 2027 dépasse le cadre d'un simple événement technique. Il s'agit d'un enjeu stratégique de soft power et de diplomatie sanitaire. Accueillir cette conférence positionnerait la RDC comme un acteur central dans la lutte contre les épidémies en Afrique et attirerait les regards de la communauté internationale sur les progrès et potentialités du pays. Au Kasaï central, une attente de 14 ans s'est concrétisée. La mutuelle de santé des enseignants a été officiellement lancée, offrant une couverture santé aux éducateurs et à 4 membres de leur famille. Cette avancée sociale majeure améliore considérablement les conditions de vie des enseignants de la province. Dans le Haut-Katanga, à Likasi précisément, un hôpital moderne de 75 lits a été inauguré mercredi par la ministre d'État aux Affaires sociales, Eva Bazaiba. Construit par la société minière Kaiping Minin dans le cadre de sa dotation sociale, cet établissement s'étend sur une superficie de 4 675 mètres carrés et comprend 8 bâtiments organisés autour de 4 services de base: pédiatrie, médecine interne, chirurgie et gynécologie. La ministre a salué cet exemple de partenariat qui concrétise la vision du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à la responsabilité sociétale des entreprises. À Kinshasa, dans le quartier Kasai à Massina, la chef de quartier Sidonie Membo a sensibilisé les responsables d'établissements scolaires à l'observance de l'hygiène domestique. Elle a insisté sur le nettoyage régulier et la désinfection des locaux et latrines pour prévenir les infections et maladies liées au manque d'hygiène. Quelques nouvelles du secteur judiciaire et de la société. À la haute cour militaire. 20 ans de prison ont été requis mercredi contre 3 personnels accusés de divulgation de secrets professionnels. Il s'agit de Mombangu Tenzani, Daniel Lubemba et l'adjudant de première classe Jiré Sondel. Le parquet militaire leur reproche d'avoir publié en août dernier un document à caractère secret de l'Inspection générale des FARDC concernant l'audition d'officiers supérieurs sur la chute de Goma. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Par ailleurs, l'adjudant Sarah Ebadi, travaillant en renseignement militaire, a écopé d'1 année de prison avec sursis après la publication d'une vidéo d'elle en tenue militaire sur les réseaux sociaux. Le tribunal a estimé qu'elle avait violé les consignes en s'exposant au public d'une manière portant atteinte à l'honneur et à la dignité de l'armée. Terminons avec quelques notes environnementales et culturelles. En Ituri, la plateforme Terre sans pétrole mène une campagne de sensibilisation sur les impacts du changement climatique, déjà visible dans la région, baisse de la production agricole et effets négatifs de l'exploitation pétrolière voisine.
Cette initiative vise à alerter les populations sur l'urgence climatique. La nouvelle ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle économie du climat, Marie Nyong'e Ndambo, a été célébrée par les ressortissants d'Ilebo lors d'une cérémonie à la Grande Paillote de la Fikine. Elle a sollicité l'accompagnement de ses compatriotes pour relever les défis environnementaux et a réaffirmé son engagement pour le développement local. Sur une note culturelle, la nutritionniste Ndaya Mélanie nous rappelle que le foufou est bien plus qu'un simple aliment de base en RBC. C'est un symbole d'identité culturelle et de résistance, issu du manioc, du maïs ou de la banane plantain selon leur région. Le foufou reste une source essentielle de glucides complexes et de fibres. Sa préparation et sa consommation traduisent un rapport intime entre l'homme et son appartenance à une communauté. Face à la montée des produits transformés, le maintien du foufou dans les habitudes alimentaires congolaises représente un acte de résistance culturelle et nutritionnelle. Voilà qui conclut cette édition d'Inside News pour ce jeudi 30 octobre 2025. De la diplomatie internationale aux réalités du terrain, des avancées institutionnelles aux défis quotidiens, nous avons tenté de vous offrir un panorama complet de l'actualité congolaise. Ces histoires de résilience, ces défis immenses, ces espoirs tenaces sont trop souvent absents des grands titres de la presse internationale. C'est précisément notre mission de vous les apporter chaque semaine. À une époque où la désinformation se propage plus vite que jamais, il est crucial de rechercher des informations vérifiées, nuancées et contextualisées. Ne vous contentez pas des apparences. Creusez, questionnez, vérifiez vos sources. La vérité mérite cet effort. C'est l'engagement que nous prenons envers vous à Inside News. Comprendre le Congo, c'est comprendre une des clés de l'avenir du continent africain.